Alors bonjour Ludovic, est-ce que tu pourrais te présenter? Salut Jean-Max, donc Ludovic Narayanin, j'ai 33 ans, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Datarox. Quel a été ton parcours? Je veux dire, où es-tu né, entre guillemets, où as-tu passé ton enfance, où as-tu grandi, ton parcours scolaire, ton parcours professionnel? Donc déjà, il maman et la Réunion. On va dire que mes parents sont originaires plutôt de Saint-André, m'a fait mon enfance à Saint-Benoît. M'a grandi dans le quartier de Bras-Fusil jusqu'à mes 12 ans, donc école primaire, école maternelle. Après, on a redéménagé à Saint-André, donc la météo, collège Cambuston. Pour ça, tu connais, tu vois de quoi il parle. Suite à ça, après lycée général, bac S, études à l'université de la Réunion jusqu'en maîtrise. Après, m'a fait un peu de mobilité, m'a parti en métropole, m'a terminé mes études à l'université Paris-Dauphine. Et après ça, travailler un peu en société de conseil avant de lancer ma première boîte à 26 ans. Et justement, cette boîte, c'est quelle activité la boîte y fait justement? Voilà, donc nous travaillons dans le secteur de la visualisation de données. Donc on va dire que c'est pas forcément un domaine connu du grand public, mais les données aujourd'hui sont partout. Et nous essayons de développer des logiciels pour démocratiser un peu l'usage, pour donner aux gens la possibilité de manipuler facilement ces données, comme s'ils étaient dans Excel ou dans d'autres outils aussi simples que ça. Et combien de temps on prend avant l'ANSAO? Avant le lancement, on va dire à partir du moment où on a eu l'idée, parce que m'a cofondé ça avec un ancien collègue, on a mis à peu près 6 mois entre le moment de réfléchir à lancer une boîte et de aller donner notre démission en disant ok, nous veut partir là-dessus à temps plein. Et justement, mais comment on appréhende un peu ça en tant que salarié, ou dit on lâche tout, ou lance ça de l'entrepreneuriat, un certain risque, est-ce que tu crains un peu? Ma diète était à peu près facile, puisque en fait je pense que m'a jamais été trop fait pour être salarié. Ça faisait longtemps qu'il voulait lancer une boîte. Au moment où on a lancé la boîte avec Laurent, on a fait ce travail-là, donc de calcul de risque. On a regardé, en France, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle Pôle emploi et SACEDIC. Donc, on savait que pendant 2 ans, en termes de rémunération, on craignait pas grand-chose. Moi, j'étais marié, mais j'ai pas d'enfant. Donc, on va dire que le risque était très mesuré. Et si au bout de 2 ans, ça marchait pas, on aurait repris notre vie normale de salarié ou relancer un autre projet. Mais voilà. Et pourquoi lancer ça à 2? Pourquoi pas tout seul? Je conseille à tout le monde de trouver un cofondateur, parce que lancer une boîte tout seul, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Ne serait-ce que pour discuter du projet, pour parler un peu de vision, de pas être isolé. Ça, c'est vraiment important. Après, c'est aussi dans le quotidien, tout seul, on peut faire des choses, mais quand on est à 2, on fait 2 fois plus de choses. Si vous l'avez à 3, 3 fois plus de choses. Au-delà de 3, il devient un peu compliqué, mais voilà. Ça, on va dire que c'est un peu naturel, et puis il y a un côté sociable. Et comment ton entourage apprend un peu l'initiative? Après, on va dire, m'a toujours été plutôt autonome. Donc, c'était juste annoncer, mis ça lance ma boîte. Voilà, pas d'autre réaction que ça. Madame, les parents, non? Non, tout le monde avait plutôt confiance dans le lancement du projet. Madame l'associée aujourd'hui, et il travaille avec nous depuis 3 ans en temps plein. Donc, elle était partante aussi. Et vos bonnes parents, c'est mon entrepreneur ou... Pas du tout. On va dire, moi, il est issu d'un milieu très modeste. Mon papa, les maçons, maman, les femmes de ménage. Donc, les autres, on va dire que ça avait plutôt une vision. La réussite, c'est lié à la fonction publique. Donc, effectivement, entrepreneur, c'est pas trop dans les chaînes familiales. Mais, comme il disait, c'est que ils avaient vraiment une éducation qui fait que ils avaient confiance dans ce que m'y allait lancer. Et c'était des bosseurs. On m'a toujours vu Azot lever le matin, aller travailler. Et du coup, ça, je pense qu'il accompagne moi aussi dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, de dire, Nadmoun fait des métiers beaucoup plus durs, beaucoup plus compliqués, et pourtant, tous les matins, on les motiver pour aller travailler. Donc, on n'a aucune raison pour que nous plaignons à nous de ce que nous faisons. Et comment, justement, là, c'est quand tu es encore salarié ou ça lance à haut, mais quand la lance à haut, comment était un peu les débuts? Chouette, parce que vous découvrez un côté liberté que la point en tant que salarié, où j'ai au même ou propre emploi du temps. Après, nous, on était dans un domaine un peu particulier, parce que nous, on a fait du développement logiciel.
Donc on a eu pendant 2 années où on a passé vraiment 2 ans à coder, donc très peu lié au commercial, etc. Donc c'était vraiment cool cette époque-là. T'es pas les journées de travail que vous pouvez imaginer dans des startups. Hein. On a pris du temps, on a fait vraiment des choses bien. Et on a eu la chance, c'est qu'on a trouvé rapidement un client à partir du moment où le produit était prêt. Donc, il y a une part de chance aussi là-dedans, mais on va dire que on a bien vécu, il était top, quoi. Et au niveau de l'accompagnement, est-ce que, par exemple, quand on l'annonce à haut, les institutions qui devaient aider à haut, vous la trouvez facilement, ou bien alors il a fallu ramer, vous trouver? Est-ce qu'on a pensé à chercher aussi au début? En fait, au début, forcément, on a identifié un peu les institutions qu'on avait au niveau local. Naturellement, dans l'incubateur, elle est arrivée assez rapidement dans la discussion, parce que on va dire que c'est un des acteurs incontournables si vous voulez lancer dans l'innovation. On a vu aussi BPI qui lançait un concours. Donc nous, dans l'ordre, on a fait d'abord le concours BPI, on était lauréat. La PMI a nous un peu plus facilement d'aller toquer à la porte de l'incubateur. Donc on a été incubé pendant 2 ans, qui correspondait à peu près à cette phase de développement du logiciel aussi. Mais comment là, quand vous sortez de, comment dire, du statut de salarié, ou arrive, ou qu'une entreprise doit répondre à un concours, est-ce que tu es prêt pour préparer ce concours? Après, c'est ou télécharge un dossier sur Internet, ça n'importe qui ça gagne faire, ou on a des questions, ou répondre. Nous, on était d'anciens consultants, donc on avait un peu l'habitude de gratter du papier. Donc, ou connaît où ça veut aller, ou connaît que ça a envie de faire. Donc, voilà, vous répondre aux cases, et après, ça va présenter le projet. Zéro stress. Zéro stress. De toute façon, les gens qui connaissent moins, qui côtoient moins depuis longtemps, ils connaissent qu'il n'est pas quelqu'un de stressé. Voilà. Est-ce que, on a des erreurs qu'on a fait depuis qu'on a créé Datarox, d'ici déjà 5 ans, si je me crois bien? Est-ce qu'on a des erreurs qu'on a fait et qu'on referait pas? De toute façon, dans une aventure entrepreneuriale, on a toujours des erreurs, mais un camarade à moi l'a dit moi, il n'y a pas très longtemps que, en fait, faut pas appuyer sur les erreurs, faut regarder plutôt ce que ça a réussi. Donc, forcément, on a des erreurs, mais comme nous l'est toujours là 5 ans après, nous préférons positiver et regarder vers l'avenir. Mais, aujourd'hui, justement, est-ce que tu travailles un peu avec mon entreprise à Réunion, mon entreprise ailleurs? Aujourd'hui, nous travaillons avec pas mal d'entreprises à La Réunion, surtout des collectivités locales, puisque nous travaillons beaucoup avec des secteurs publics qui ont envie de mettre en avant notre data. L'Agora, la Maison de l'Emploi Nord, la CCI de La Réunion. Donc, c'est des entreprises qui mettent de la donnée publiquement à disposition du grand public. Et nous avons eu la chance de travailler aussi assez rapidement à l'international, puisque nous bossons avec Nokia, qui utilise notre produit depuis 3 ans, qui a une très bonne relation. L'année dernière, on a fait le Vivatech, donc il y a un gros salon à Paris, sur laquelle on a réussi à signer une entreprise comme Thales, donc une entreprise du CAC 40. Voilà. Donc, et là, c'est un cheminement que nous a de plus en plus, c'est d'internationaliser la boîte et d'avoir de plus en plus de clients en dehors de la Réunion. Mais comment, enfin, après, je me connais pas, je peux raconter un petit peu les grands principes, mais comment on rencontre Nokia? Comment on a fait le partenariat pour... Ça, on a le côté storytelling, dire, on a un super produit, on rencontre un super client, il est pas faux d'ailleurs, mais non, mais c'est après, de toute façon, dans le business, c'est souvent ça, c'est souvent du bouche à oreille. En fait, là, tout a commencé, et c'est un peu lié à l'incubateur du coup, parce qu'avec l'incubateur, on a travaillé avec un laboratoire de recherche. Ce laboratoire de recherche l'a mis à nous en relation avec un client à La Réunion qui s'appelle l'Obson, l'Observatoire des usages du numérique. Comme par hasard, le président de l'Obson avait un ami d'enfance à Paris qui travaillait avec Nokia, et on a présenté le projet à cet ami d'enfance-là. Et 6 mois après, il a entendu que Nokia avait besoin d'une solution de data viz. Ils ont dit, je connais des petits jeunes à La Réunion qui font ça plutôt pas mal, mise en relation, Nokia a testé, et voilà, ça a démarré comme ça. Aussi simple que ça. Ouais, aussi simple que ça. Ça a duré 6-7 mois de tests et tout. Mais oui, en guillemets, quand tu as le bon produit, que tu le proposes au bon moment, voilà, il y a des belles histoires qui arrivent. Mais après, vu que vous travaillez au local et à l'international, c'est une question que ne peut pas poser. Est-ce que vous voyez des différences dans l'opérationnel de tous les jours, dans le fait de travailler avec une entreprise à La Réunion et une grosse boîte comme Nokia? L'ouverture d'esprit. Après, on va dire que nous, on a eu la chance, les clients que nous avons réussi à signer à La Réunion, c'est des clients plutôt ouverts d'esprit, qui avaient envie de travailler avec des startups. Par contre, on a rencontré pas mal de gens aussi ici,
qui était totalement fermé à l'idée de travailler avec une jeune entreprise réunionnaise, fait par des Réunionnais, avec un produit réunionnais. Les dommages, parce que dans la proximité, on a plein de choses que nous pourrions plus ajouter, mais comme certains diraient, on a un syndrome bouillable de France. C'est-à-dire, si on apporte une innovation locale, on aura tendance à être méfiant. Donc, généralement, les gens qui nous ont signé, c'était des gens ouverts d'esprit, donc plutôt simples à travailler. Et ils pensent que Zot, ils regrettent pas, parce que ça fait plusieurs années que nous travaillons avec Zot. Mais effectivement, on a encore toute une mentalité à changer localement, et il faut travailler là-dessus, quoi. Mais en termes de démarches administratives, tout ça, n'est pas un peu lourd de travailler avec une boîte à l'international? On a des contraintes, on a des process qui est lié au référencement, les bons de commande. Un des plus gros problèmes, et ça c'est pas lié juste à des boîtes internationales, mais quand on travaille avec des grosses boîtes, c'est le délai de paiement. Ça, on a plein d'entrepreneurs qui connaissent ce problème-là. Mais bon, après c'est des choses qu'on apprend à gérer au fur et à mesure. Des fois au stress parce que la trésor est un peu limite, mais on connaît que le paiement c'est arrivé. Donc voilà, c'est un peu ça. Ah, pour dire moi aussi que on a eu la chance de faire un gros salon, Vivatech. Ouais, ça c'était une grosse opportunité parce qu'on n'avait pas forcément visé le Vivatech cette année-là. On a postulé à un concours en ligne, on a été sélectionné par Thales. D'ailleurs, on n'aurait pas pensé qu'une boîte comme Thales, qui est plutôt orientée sécurité, défense, plutôt des industries hardware, on va dire, qu'ils étaient intéressés par notre type de produit, mais finalement on a fait la présentation, ils étaient enchantés et ils étaient contents de bosser avec nous. Donc 2018 avec le salon Vivatech, c'était une grosse période pour nous. On a rencontré une soixantaine de prospects sur le stand, des grosses boîtes. Chaque fois, ils étaient impressionnés par la qualité du produit, par ce qu'on proposait. Et nous, il y a un truc qu'on aime beaucoup quand on présente nos produits, c'est le côté waouh. On aime bien, après une présentation, que les gens fassent waouh, c'est super ce que vous faites. Et voilà, on était gâtés sur le Vivatech. Mais est-ce que vous avez gardé contact avec ces boîtes? Aujourd'hui, on s'est fait ce qu'on appelle un fichier de prospection. Le truc, c'est qu'au Vivatech, on a décidé aussi de présenter le prochain produit qu'on allait sortir. Donc, le produit n'était pas encore sorti. On est en train de le mettre sur le marché, là. Et là, l'idée, c'est de relancer ces clients-là sur ce nouveau produit, qui s'appelle PowerSlide. Et vous avez fait, d'après ce que tu m'as dit, quelques mois à la station F. Mm-hmm. Est-ce que, alors, le siège de Datarock, c'est à l'usine, à Sainte-Marie. Est-ce que, après, c'est une question un peu bête, hein. C'est quoi les différences quand tu passes 4 mois à la station F au quotidien et quand tu es à Sainte-Marie? En fait, on a deux choses. La première réaction, c'est de dire, finalement, la Réunion nous est bon. Parce que un des gros avantages d'être à la station F, c'est que on voit un peu tout le panel de start-up, de l'écosystème start-up français. Parce que, on a dans un bâtiment plus de 1000 entreprises, donc on voit ce que vous fait au quotidien. Et finalement, nous, sans prétention aucune, nous voit les produits que nous fait, de la même qualité que les autres startups, voire même mieux. Notre façon de faire, notre équipe, notre façon de travailler, les au même niveau que ce qui se fait à Paris. Donc ça, c'est la première réaction, c'est plutôt, finalement, on n'est pas trop mauvais. Deuxième réaction, c'est que on n'est pas mauvais, mais on n'a pas forcément l'écosystème qu'il faut pour les entrepreneurs start-upers de la Réunion, parce que là-bas, tout de suite, on a accès à un réseau qu'on ne pourrait jamais avoir à la Réunion, où on rencontre des décideurs, on rencontre des groupes du CAC 40, où on organise des rendez-vous, et ça, ce côté réseau-là est amplifié fois 10, fois 15, fois 1000 par rapport à ce qu'on peut voir à la Réunion. Donc, mais comment l'opportunité s'est présentée d'être à la station F? Là, pour le coup, nous avons beaucoup de chance, et tous les entrepreneurs ultramarins, parce que là, c'est pas que à la Réunion, on a beaucoup de chance, c'est que à la station F, on a une association qui s'appelle Outremer Network. Daniel, qui est le président, est un gars vraiment superbe, et ils ont réussi à mettre un programme au sein de station F. Donc, imagine parmi Facebook, Microsoft, Thales, peu importe, les grosses boîtes, il y a un gars, une association d'entrepreneurs ultramarins a réussi à créer un programme dans la station F. Et ce programme-là, il permet à des entrepreneurs ultramarins ambitieux, avec des beaux projets, de venir à la station F, d'avoir un point de chute à Paris, dans le plus grand incubateur du monde. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à arriver là-bas. Et et on a vraiment, vraiment beaucoup de chance. Mais après, vous n'avez pas participé à ce programme, mais imagine que on a quand même beaucoup d'entreprises à postuler.
Effectivement, après nous on a eu on a déjà un parcours derrière nous, on a rencontré on a eu la chance de rencontrer Outre-mer Network, mais là par exemple en ce moment et les entrepreneurs qui écoutent ce podcast devraient peut-être aller jeter un coup d'œil.